Merci, merci à tout le monde d'être parmi nous. C'est un nouveau webinaire de la Société internationale de gynécologie et j'aimerais remercier les organisateurs de ce webinaire ainsi que le fait de proposer des interprétations simultanées dans différentes langues. Vous le savez, il y aura une conférence l'année prochaine à Florence et nous avons décidé d'apporter notre soutien à notre société avec l'organisation de ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important qui aborde le sujet les progestérones ne sont pas tous pareils et la pertinence des progestatifs dans les cas de fausse couche. Donc, nous avons deux professeurs parmi nous, professeur Howard Karp et professeur Petra Stuch. Je vais donner la parole tout d'abord au professeur Howard Karp. Le professeur Howard Karp est un professeur de gynécologie à l'université de Tel Aviv. Il est professeur également. Et il est spécialiste dans la perte donc dans les cas de fausses couches précoces. Et il a été invité dans différentes parties du monde pour prendre part à des colloques et des rencontres sur ces sujets de prédilection. Et il a effectué énormément de recherches sur les grossesses et sur les cas de fausse couche. Alors, je rappelle tout le monde qu'après la présentation, nous allons avoir une session questions-réponses. Veuillez écrire vos questions pour que l'on puisse les lire. Je vais les lire, donc vos questions, à la fin des deux présentations au professeur Karp et au professeur Stute. Lorsque vous posez votre question, veuillez indiquer à qui sont adressés. Je vous remercie pour l'organisation. Maintenant, Howard, je vous donne le microphone. Vous pouvez partager vos diapositives. Andrea, merci beaucoup pour votre introduction, votre présentation. Alors, mes chers collègues, on m'a demandé aujourd'hui de vous parler de l'efficacité et alors, ce que je vais faire, c'est de vous parler de la preuve de l'efficacité, les confondeurs que nous voyons qui nous préviennent d'arriver à certaines conclusions, ce que nous cherchons, ce que nous nous efforçons à faire, la sécurité, bien sûr, et nous allons chercher également les preuves, nous allons poser des questions sur le rôle clinique des progestatifs. Et nous allons également parler de chacun des progestatifs séparément, sachant bien sûr que les progestatifs ne sont pas pareils. Lorsque nous parlons de ce sujet, nous devons parler également de malformations et des aberrations génétiques et il faudrait chercher des informations pour les preuves de l'efficacité. Clairement, nous avons besoin de preuves qui nous arrivent des tests d'une liste, une série de tests. Je vais parler des fausses couches, des menaces de fausses couches et des fausses couches récurrentes. Tout d'abord, lorsque nous parlons des progestatifs dans les menaces de fausses couches, il y a une méta-analyse qui est très connue. Ça a été fait il y a de cela 2 ans. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé tous les progestérones et ils ont cherché également le taux des progestérones micronisés. Et lorsque l'on voit le taux de tous les progestatifs, c'est tout ce qui peut déclencher le récepteur de progestérone. Alors,
Alors, comme vous le voyez ici, il y a 4 articles qui ont été publiés et lorsque vous regardez dans le détail, vous voyez que tous les projets statifs ont montré que ça donnait un résultat statistiquement significatif en réduisant les cas de fausses couches. Vous le voyez, le taux est 0,58. Donc, si vous voyez les intervalles de confiance, c'est significatif. Lorsque nous voyons l'autre type de projet statif, vous voyez le résultat, donc c'est 0,73. Ça montre que ça réduit le nombre de cas de fausses couches, mais ce n'est pas statistiquement significatif lorsque nous voyons ces ratios. Par contre, lorsque nous prenons en considération tous ces taux ensemble, ils ont une signification statistique. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa conclusion? Il a dit que les projets statifs pourraient bénéficier aux naissances vivantes et au taux de fausses couches pour permettre donc, de bénéficier de l'utilisation de projets statifs oraux. Maintenant, le souci dans cette méta-analyse, alors les articles 1, 2, 3 et 4 de tous les projets statifs, lorsque nous voyons l'étude de Turgal 2017, ça se penche sur la progestérone micronisée lorsqu'elle est administrée de manière orale, par la voie orale. Alors, si maintenant nous mettons à jour cette méta-analyse de Lee et que nous rajoutons un travail qui a été effectué en 2015 et que nous excluons donc le travail Turgal parce qu'il a utilisé la progestérone micronisée et que nous incluons la méta-analyse de Chan al, parce que ça a été fait par la suite, nous allons trouver que la progestérone a diminué de manière significative le nombre de cas de fausses couches. Alors, si nous voyons en détail la progestérone micronisée vaginale, et là, nous parlons de progestérone vaginale, parce que toutes les progestérones, comme je l'ai dit, ne se valent pas. C'est très important à indiquer. Donc, vous voyez le résultat. Alors, il y a une étude ou un article sur lequel j'aimerais mettre l'accent. Donc, il y a l'étude de Komar Al-Sami de 2019. Vous voyez, c'était des séries larges. Donc, vous voyez, ça incluait 410 patients et la deuxième, il y avait 451 patients et ça a été publié dans le journal de médecine. Il y a eu un essai randomisé de progestérone sur les femmes avec des saignements au début de leur grossesse. Et qu'est-ce que ça a montré? Comme je l'ai dit, donc, ces études qui ont été à double aveugle contre les placebos et il y a eu des essais randomisés. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné l'analyse de l'intention de traitement est de 75%. Donc, nous avons 75% de naissances vivantes après le traitement à la progestérone versus 72% dans le groupe de placebo. Maintenant, quand il y a une différence entre 1,00 et 1,07, on peut discuter de la signification de cela. Il y a une forme particulière de la menace
de fausses couches. Vous voyez ici un ultrason, une radio qui est effectuée, et vous voyez l'embryon et vous voyez les saignements qui sont tout autour, qui sont subchroniques. Alors, cette étude qui est comparative, non randomisée, avec une étude cohorte. Alors, il y avait 100 femmes et nous avons reçu la dihydrogestérone. Et alors, vous voyez le pourcentage, 93% de naissances contre 81% dans le premier groupe. Donc, il y avait une centaine de femmes et dans le deuxième groupe, il y avait 125 femmes. Donc, ça nous montre lorsque vous regardez le résultat de la... Vous voyez le résultat, que ce soit avec le dihydrogestérone et avec la progestérone micronisée. Donc, nous avons deux groupes. Le premier, il y a eu la dihydrogestérone et continuons, s'il vous plaît. Et dans l'hématome rétroplacental, comme j'ai dit, nous sommes passés donc tout d'abord, nous avions abordé les menaces de fausses couches et on est passé maintenant aux fausses couches récurrentes. Donc, nous avons là la méta-analyse sur le soutien que peut apporter les progestatifs dans ces menaces de fausses couches. Sur cette étude, vous voyez, donc l'étude s'est penchée sur l'utilisation des progestérones micronisés et il y a eu un changement significatif. Donc, il y a ces études, vous voyez, il y a McDonald de 1972, il y a une autre étude de 2005 et 2014, et vous pouvez voir qu'il y a eu réellement une importance claire. Maintenant, voyons voir un peu plus en détail. Mais avant de faire cela, ceci est une méta-analyse sur la dihydrogestérone qui a été publiée en 2015 et dans laquelle nous voyons qu'il y a 3 articles qui montrent que la dihydrogestérone avait un effet significatif dans la réduction du nombre de fausses couches, où ça concernait des femmes qui avaient eu 3 ou plus, plusieurs fausses couches. Et donc, vous voyez la réduction, le taux est passé de 10,5% à 23,5%. C'est vraiment significatif statistiquement. Maintenant, pour revenir à l'article de Kuma-Brasserie, alors, il a publié une étude, mais c'est randomisé sur l'utilisation de progestérone chez les femmes avec des fausses couches récurrentes. Donc, c'est une étude qui est doublement à l'aveugle, contre la placebo, qui est randomisée, un essai randomisé. Et, donc, ça montre que si les progestérones micronisées augmentent, donc la naissance vivante chez ces femmes avec ces fausses couches répétées. Donc, il y a eu 404 femmes traitées, 432 placebo. Et j'imagine que les interprètes sont en train d'interpréter clairement. Alors, on revient donc, il y a eu 65,8% de vie
vivante, de naissance vivante après la progestérone. Donc, nous avons eu euh, un changement significatif. Maintenant, pourquoi les progestatifs ne montrent pas toujours leur effet? Parce que il y a des facteurs qui rentrent en jeu. Alors, par exemple, si la personne a un style de vie avec une consommation d'alcool très importante, ou la personne a alors, si la personne consomme énormément d'alcool, et ça va forcément impacter, les, maladies cardiaques et cetera. Et si la personne, bien sûr, consomme, qui a un style de vie qui n'est pas, bon, forcément, ça va se ressentir sur sa santé cardiaque. Et clairement, nous allons voir que la consommation d'alcool va avoir un effet sur, la santé cardiaque. Alors, si nous voyons, l'analyse, sur les fausses couches, et nous nous rendons compte qu'il y a eu un taux, heu, d'échec de 32 et c'est lié aux facteurs confondeurs, et ça peut lier à des malformations structurelles, chez le fœtus. Donc, l'aneuploïdie, embryonique, comme vous le voyez, alors il y a eu 44 des fausses couches récurrentes. Alors, clairement, la consommation de certaines substances n'est pas compatible avec, les naissances. Alors, l'incidence, heu, augmente avec l'âge de la maman. Il y a clairement les incidents donc, augmentent avec l'âge. Mais nous avons également, les trisomies, 16, 21, 18, donc les cas d'aberration donc, qui sont les plus communs, donc, c'est les trisomies 16, 21 et 18. Alors, trisomie 18 est incompatible avec la vie. Heu, alors 21 et ces peuvent, naître avec, des syndromes, mais, tous ces cas-là se terminent avec, une fausse couche, et c'est toujours incompatible avec la vie lorsque, toutes les vies, quand, pardon, donc, les malformations génétiques dans l'embryon. Alors regardez là, c'est un sologramme. Tout ce que vous pouvez voir, c'est, une abortion, vous voyez le fœtus, vous pouvez voir la tête de l'embryon, mais est-ce que vous pouvez voir que tout est ouvert? Alors l'embryoscopie est une technique avancée qui n'est pas tout le temps disponible. Je suis vraiment, content d'avoir cette photo de Tom Philippe, parce que ça décrit également que l'embryoscopie a montré les malformations de l'embryon dans, 200, tentatives, de faire avorter le bébé, et comme je l'ai dit, heu, l'embryoscopie, c'est une, technique vraiment très avancée parce que, plusieurs d'entre nous pourraient rater cette malformation, et il y a énormément de
de ces aspects-là qui pourraient être ratés dans des échographies normales. Alors, qu'est-ce que devrions-nous nous efforcer de faire? Clairement, nous avons besoin de preuves basées sur les essais euh, pour prendre les bonnes décisions pour les patients. Et vous savez, ces preuves basées sur les essais ne vont nous donner des réponses que des réponses appropriées pour la majorité des patients. Lorsque nous devons analyser les subgroupes, les sous-groupes et que nous devons également exclure les facteurs confondeurs, nous devons également essayer de trouver un biomarqueur qui nous permettrait de savoir s'il y a besoin de supplémentation en progestatif. Maintenant, concernant l'haploïdie embryonique, alors, il est responsable pour 44% des fausses couches récurrentes, donc 60 à 70% des cas de fausses couches sporadiques. Si ces essais n'ont pas évalué les progestatifs dans ces patients qui ont perdu donc leurs embryons. Donc, si ces avortements n'ont pas été évalués génétiquement, le CGH ne peut pas être réalisé. Par exemple, il y a un bon ami à moi qui a publié un article qui a montré que 5 patients qui ont eu donc des fausses couches, et il y a eu au moins un embryon amphiploïde. Et clairement, c'est significatif statistiquement. Donc, il y avait 2 définitions et deuxième personne avait proposé d'utiliser la deuxième définition, donc d'exclure les haploïdes embryons en utilisant donc en utilisant donc ces critères, pardon, et ils ont pu montrer ces résultats qui sont de grande signification statistique. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir différents résultats selon l'étude. Alors, ce sujet est très controversiel, de controverse. Alors, l'utilisation d'immunoglobulines dans les patientes, ils ont exclu les embryons unemployed et nous avons eu 62%, comme vous le voyez sur ce tableau. Et si nous voyons le nombre de naissances vivantes, donc nous avons 58% comparé à 47%. Vous voyez les 2 groupes, placebo et l'autre On groupe. comprend l'importance du choix du passeport. Donc, c'est le biomarqueur pour la supplémentation en progestatif. Quand on le montre, il y a des impulsions de progestatif. Et quand on voit les niveaux de progestatif, quand ça arrive au niveau ultime,
il y a des études qui ont essayé de voir les niveaux de progestatifs et qu'ils ont réussi par la suite, mais ce n'est pas des résultats dont on peut compter dessus. Donc, la sécrétion de progestérone et pulsatile le sang peut être élevé au pic ou au nadir de Paul. Donc, la production augmente avec l'invasion du trophoblaste. Par conséquent, le PBF est lié aux effets anti-abortifs de la progestérone. Vous pouvez voir que les niveaux de PIV vont assurer le niveau de grossesse assuré. Le dernier sujet dont on peut vraiment adresser sera la sécurité. La catégorie jusqu'à l'utilisation littérale en F. Donc, l'administration d'alimentation et de médicaments aux États-Unis ont vu plus de 81 cas de utilisation des organes génitaux externes par la norétistérone dans les années 1950 et au début des années 60 pour prévenir les feux. En 1989, après avoir déterminé que les progestatifs ne pas la malformation congélative, la FDA a exigé une mise en garde par rapport aux antérieurs faisant état d'un risque d'hypospadia chez les fœtus mâles, donc les anti-androgènes et d'une légère stérilisation des organes génitaux externes chez les fœtus femelles. Donc, ils utilisent le pro-androgène au lieu d'utiliser les anti-androgènes. Et Carmichael en 5 et une issue de 3,7 et de causes ou de cas enregistrés de pro-androgènes. Maintenant, les effets secondaires de la progestérone micro. Donc, si on apprend par rapport à la progestérone dégradée dans le foie et extrême variabilité dans des concentrations climatiques. Au-delà du constaté une cholestate par rapport au label au Royaume-Uni. Des nausées, des nausées ou des somnolences peuvent interférer avec la inconfortable ou d'écoulement et peut être éliminé par la tâche si le mouvement est important. On a vu des cas où il y a eu des causes même par rapport à la sensibilité de la peau concernant les progestérones. Rappelez-vous, si une femme progestérone fait une pièce propre,
pendant 20 minutes, 3 fois par jour, et la décharger et la laisser se laver. Donc 3 fois par jour et la décharge. Donc une femme qui a un bébé pourra faire tout et n'importe quoi. Et pour cela, elle doit changer le style de vie. Donc progestérone, ils ont une biodisponibilité orale, aucun effet androgène ou anti-fœtus, non dégradé dans le foie, mais il est métabolisé même dans le foie. Donc les effets secondaires par les saignements ou les écoulements. Donc le dihydrogestérène a été utilisé depuis plus de 40 ans dans plus de 90 pays. On estime qu'entre 1977 et en 38 traités à la dihydrogestérène et plus de 10 millions de fœtus ont été expulsés. L'expérience clinique ne fournit aucune preuve d'un lien de causalité entre la dihydrogestérone pendant la grossesse et les anomalies. Maintenant, on ne sait pas si l'étude a été vraiment réalisée dans la vie pratique, mais elle est enregistrée de la part de Katelanik en 2022. Donc, on voit 1, 2, 3, 4, 5 études avec 0 effet secondaire de la part de l'utilisation de digestérone. Donc, est-ce qu'on pourra, en résultat, utiliser la dihydrogestérone? Donc, les Allemands, Belges, les et offrent plus une réduction par rapport à ça. Donc, c'est une preuve de base ou peut-être ne peut pas être prescrit en début de grossesse pour les femmes atteintes de Harem. Et la progestérone vaginale n'améliore pas les taux de naissance vivantes chez les femmes présentes. Donc, par rapport à Deval ou le méta-analyse, on a une absence de réponse pour les questions. On doit être confus même. Donc, toutes les études et les essais, comme promis, quand on parle de prisme de Gerhard, de Sue, de Chan ou de Promis, et quand on exclut les mentions de l'essai de Friedman ou de Cassie, ils ont complètement éliminé ces études ou ces effets. Donc, je vous demande, est-ce que c'est normal de même éliminer complètement un effet? On ne pourra jamais savoir s'ils sont même morts. Donc, il y en a quelques-uns qui ont vraiment réussi, qui ont été inclus par la suite. Donc, par rapport au méta-analysis de Wahhabi, et a dit les progestatifs réduisent probablement le risque de fausse couche chez les TN. Et donc, le traitement par progestatif oraux réduit le taux de fausse couche. Donc, par rapport
l'analyse et les essais de Deval Meta, et ils disent dans toutes les couches à risque, aucune amélioration de taux de naissance vivante avec le VMT, avec un ou plus fausses couches antérieures. La PMV augmente le taux de naissance vivante. Maintenant, je ne sais pas, peut-être quelqu'un pourra m'expliquer comment un truc qui a été évident en 2018 est maintenant non évident en 2021. Je ne comprends pas vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on doit vraiment faire? Je me demande. Donc, Nice et Duval recommandent le MVP en cas de menace de fausse couche dans les fausses couches antérieures. Donc, le MVP n'a pas été recommandé par le MR ou les MT car les essais Promis et Prism sont négatifs. Donc, le didagestérone est recommandé par les MT et les RM de manière indépendante par de nombreuses organisations internationales et dispose d'une solide base de preuves. Donc, le didagestérone n'a pas été analysé pour les patients présents avec une menace de fausse couche ou de fausse couche antérieure. Donc, essayez de dire à une patiente qui a fait 3 fausses couches de se faire traiter, que lorsqu'elle commence à saigner, essayez de lui dire qu'elle est atteinte de MT et qu'elle ne doit pas être traitée, que si elle l'a déjà fait, ça ne sera plus possible. Ce n'est pas juste par rapport à nos patients. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et le dernier message, c'est que les résultats des études peuvent être faussés par des facteurs photos. Les progestatifs peuvent prévenir la fausse couche d'un embryo viable, mais pas d'un embryon non viable. Les essais doivent être plus spécifiques dans la sélection des patients et les biomarqueurs indiquant le besoin de progestérone sont à rechercher en urgence. Et à l'heure actuelle, la digestérone semble avoir des preuves que MVP, sauf peut-être lorsque la MT se produit chez une patiente qui a déjà eu de fausses couches. Est-ce que les progestatifs sont-ils efficaces? Oui, mais elles ne sont pas une panacée. Je vous remercie, professeur Nassadi, de m'avoir invité pour vous parler. Et je vous remercie d'avoir rendu cette réunion possible. Merci vraiment pour votre analyse par rapport à ce sujet incroyable. Et j'aimerais vraiment avancer et demander au public d'envoyer leurs questions aux participants. Et je laisse la parole au professeur Petra Souté, qui est médecin en gynécologie. Et c'est la section et directeur adjoint de l'endocrinologie et médecin de reproduction et chef de clinique de la ménopause, département de l'obstétrique et de gynécologie à l'université de Berne. Elle est en plus experte en RM. Donc, en avançant vers des études et des essais de cas assez spécifiques. Je vous remercie, Dr. Andrea, pour l'introduction. Je suis vraiment ravie que vous avez mentionné à plusieurs reprises quand on va parler de ménopause et non pas de fausse couche. Donc, ça, c'est ma fiche de recherche. Donc, je n'ai pas reçu
Donc, il y avait un conflit d'intérêts. J'ai reçu des horaires et des frais de consultation de Thermax. En raison de manque de preuves scientifiques suffisantes, certaines recommandations de mon expérience personnelle et de mes recommandations. Donc, on va probablement parler de norépinephrine, de noréprisme, de didastérone et progestérone micronisé. Donc, j'aimerais vraiment commencer avec mes deux exemples. Donc, on a Wilma et on a Betty. Donc, j'aimerais commencer avec leur histoire il y a 5 ans. Donc, Wilma avait 43 ans et son cycle menstruel était déjà irrégulier. Donc, elle avait sa période chaque 17 à 32 jours et dernièrement de chaque 5 à 15 jours. Et qu'elle avait tendance à avoir beaucoup de flots. Elle a des comorbidités de la migraine sans aura. Elle est non-fumeur et elle prend des analgésiques. Ses antécédents familiaux disent qu'elle a un père qui est malade cardiaque. Et donc, Betty avait 38 ans et elle avait des cycles menstruels réguliers. Elle n'avait pas de comorbidité et elle avait un mode de vie qui concernait être non-fumeur et elle ne prenait pas de médicaments. Concernant sa famille, elle avait une mère qui a souffert d'un cancer de sein. Donc, quand une femme vient chez moi pour des analyses, je voudrais bien voir dans quelle section elle est. Et maintenant, on peut voir que Betty est dans ses variables et Betty est dans la section régulière. Donc, Betty a besoin de contraception et en phase de reproduction tardive. Donc, selon la directivité en 2015 par l'OMS, l'âge de 38 ans n'est pas une contre-indication à la contraception. Cependant, les starters ou les commentaires de la présence d'un risque accouru de TEV est en cours de ses premiers mois d'utilisation. Donc, en Suisse, on recommande aux femmes qui sont plus âgées de 35 ans de commencer par prendre des contraceptifs progestatifs ou non hormonaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer à Betty? On peut lui proposer d'utiliser de l'IUD ou de l'IUD en cuivre. Donc, on peut aussi lui offrir de la progestatif, donc de l'étonogestral ou des implants. Donc, on peut choisir celui qui présente le plus faible risque de TEV. Ou on peut utiliser une combinaison de stérilisation et de vasectomie. Donc, une combinaison de E-Lang ou de E2 avec de la DMG. Donc, pour Welma est en début de transition ménopausique. Alors, après son examen gynécologique incluant des échographies, on voit que les paramètres vitaux vont bien et que la biopsie endométrale est persistante. Donc, dans ce cas, le bilan de laboratoire montre que Velma n'est pas enceinte. Donc, par rapport à la question,
qui est en main, qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Donc, on sait qu'elle a un manque de fer sans anémie, mais on sait qu'on doit lui offrir un traitement qui devra l'aider. Donc, le premier sera une indication de saignement menstruel abondante. On peut aussi lui offrir de la progestatif pour des études qui ont déjà été faites. Par exemple, il y a des médecins qui utilisent des didagestérone de 10 à 20 mg ou du Sévi de digestérone de 11 à 25 par jour ou de la quantiocine. Mais si on réfléchit au traitement combiné, on peut lui utiliser un séquentiel entre la didorgine et la progestatif, donc 10 mg par jour. Donc, si vous voulez utiliser des contraceptions à Wilma parce qu'elle est intéressée, donc on peut utiliser on peut utiliser des progestatifs séquentiels à faible dose. Donc, dans ce cas, j'utiliserai le E4 ou le DRSP. Les meilleurs avec les étrogènes bio-identiques par rapport à cela, tout dépend de l'âge de la migraine et sans aura. Maintenant, les deux reviennent pour une consultation. Donc, Welma a 48 ans maintenant et son cycle menstruel a changé. Il vient chaque 4 mois. Et on voit que sa migraine progressive est sans aura. Elle est toujours non-fumeur. Et elle vient maintenant pour les causes de ménopause. Donc, maintenant, on part à Betty qui est 43 ans. Son cycle menstruel vient chaque 35 à 50 jours et elle est aussi dans la catégorie dans les non-fumeurs. Maintenant, allons pour voir le stade de reproduction pour Welma et Betty. On peut voir que Betty est dans le stade de pré-ménopause et Welma est dans le stade de ménopause. Donc, quand on voit des cycles menstruels qui dépassent 2 mois, cela veut dire que c'est un cas de ménopause confirmé. Donc, les listes de souhaits par rapport à ces deux femmes, elles veulent avoir moins de frais de chaleur et d'améliorer leur humeur et mieux dormir. Maintenant, Will m'a dit qu'elle veut plus avoir des migraines et Betty dit qu'elle ne veut pas de traitement chimique. Donc, les options thérapeutiques par objectif concernant les femmes, l'alternative de thérapie, on peut s'arrêter et analyser c'est l'état de nos patients 22 et on pourra avoir des choix. Donc, on peut aussi remplacer les médicaments par la phytothérapie ou l'acupuncture ou avoir le non-hormonal pharmacothérapie avec les antidépresseurs et les anticonvulsivants. Donc, on peut avoir aussi l'estrogène de progestérone et le tubulone.
Donc, allons se focaliser vers l'HRT. On a l'estrogène et la progestogène. Quand on voit les principes de THS, on a l'estrogène, progestatif et l'étibolone, et les TEC qui est la combinaison du CCEE et du BZO. Les androgènes aussi, qui ne sont pas acceptés dans tous les pays, mais elles sont permises dans la majorité des pays. On voit que les estrogènes et les progestatifs sont pour les femmes péri- ou post-ménopausées, mais les tibolone sont pas grillés que pour les femmes déjà ménopausées. Et c'est pour ça qu'on voit que la transition de ménopause, on utilise majoritairement de l'estrogène ou la progestative. Maintenant, on doit décider le mode d'application du DFM. Donc, quand on parle d'un traitement systématique qui va fonctionner partout, donc par rapport à la façon ou le mode, donc on peut prendre des médicaments ou local ou directement à voie orale, même local à l'endroit vaginal. Donc, on peut donner des pilules, des patchs, des gels, des sprays, des injections, des implants, des produits vaginaux ou des dispositifs intra-urinaires. Maintenant, par rapport aux estrogènes systématiques, on doit décider la dose d'estradiol micronisé qu'on peut appliquer. Dans cet exemple, on voit que la préménopause n'est pas vraiment sévère et c'est pour ça qu'on donne des doses qui sont assez diminuées. Pourquoi? C'est très important de réfléchir des doses des estrogènes parce que si la femme n'a pas des doses de progestérone usually chosen for hormone replacement therapy in menopausal women. So you can see in the first lines, we have micronized progesterone, we have dydrogesterone, but there we also have the opportunity to provide MPA, so medroxyprogesterone acetate in some countries. Levonorgestrel is mainly available as an intrauterine device, and the progestogen Nita is available orally as well as also in patches. And you can see that all of these progestogens, they bind to the progesterone receptor. All of them are anti-estrogenic, but then some of them are androgenic, like for example, Nita, while others are anti-androgenic, like for example, progesterone. And there's a special thing about progesterone, because as you all know, if you take progesterone orally, it's metabolized to allopregnanolone. And allopregnanolone binds to the GABA A receptors in our brain. And that's why so many of us like progesterone, because this allopregnanolone makes or supports our sleep and also our mood. But let's come back to the question, how high or Revenons low à la question. Quelle dose de progestatif devrions-nous administrer selon les différents cas? Et ça fait référence seulement à la progestérone orale. Et vous pouvez voir au côté à droite les différents progestérones qui sont disponibles. Et sur la deuxième colonne, vous pouvez voir la dose qui est nécessaire chaque jour si vous choisissez
ce traitement et vous voyez également la dose nécessaire si vous utilisez un traitement combiné. Et la progestérone micronisée, si vous l'appliquez séquentiellement, vous pouvez voir, heu, vous pouvez utiliser entre 200 à 300 milligrammes par jour. Par contre, le traitement continu est, de 100 à 200 milligrammes par jour. Et pourquoi, ces dosages? Alors, si par exemple vous utilisez un dosage, faible d'œstrogène, vous pouvez également garder, une faible dose, de progestérone. Par contre, si vous utilisez un haut, dosage de, d'œstrogène, là, c'est différent. Maintenant, quelques remarques sur les conseils sur l'hormonothérapie chez les femmes qui sont en bonne santé, qui ont plus de 60 ans. Alors, nous avons bien sûr les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est vraiment très utile, ça réduit les symptômes de ménopause, c'est excellent pour la santé des os, la santé du cœur, la santé du cerveau et la stabilisation du poids. Et ça aide également à la prévention du diabète de type 2, c'est bon pour la peau et pour les cheveux. Maintenant, les inconvénients, et ça peut augmenter le risque de cancer ovaire également, ça peut augmenter le risque de cancer du sein. Donc, cette augmentation de risque ne s'applique pas aux oestrogènes tout seul et ça ne s'applique pas aux progestatifs tout seul. Donc, comme c'est indiqué, si la progestérone et les 2, l'œstrogène et la progestatif sont utilisés tous les 2 à plus de 5 ans et demi. Alors, le VTE et les crises cardiaques peuvent augmenter. Les AVC, par contre, peuvent augmenter, mais dans des cas vraiment spéciaux. Alors, pour revenir à Betty, Betty a un syndrome climaxérique, dans une transition précoce à la ménopause, ne veut pas, de thérapie hormonale, donc elle voulait une phytothérapie, heu, mais nous voyons que les symptômes n'ont pas changé. Elle a eu une consultation, après 2 à 4 semaines. Il n'y a pas eu, donc d'effets secondaires, donc elle veut, continuer. Alors Welma est dans la transition. Due to the higher estrogen fluctuations. So what can we think about in this kind of situation? So the good thing is she does have migraine without La aura. bonne chose, c'est qu'elle a une, migraine, sans aura. Donc elle peut avoir, un traitement à faible dose d'œstrogène transdermal. Nous pouvons, lui proposer, donc différentes approches. Vous pouvez combiner les 2 doses, les oestrogènes transdermales et les progestérones micronisées, qui sont combinés et j'aimerais supprimer l'inhibition et j'aimerais réduire la fluctuation d'œstrogène autant que possible. C'est la raison pour laquelle vous pouvez, proposer les, comprimés, de progestine. Maintenant, vous vous rappelez que Wilmer, avait un traitement hormonal, bioidentique, et un risque, cardiovasculaire. Et afin de savoir s'il y a, une inquiétude à avoir, l'un de mes étudiants a fait une révision systématique qui a été publiée l'année dernière. Donc il y avait une
révision systématique sur l'impact des œstrogènes, donc le E2, E3 et CEE, plus les progestérones micronisées, euh, pour voir ce que ça donne. Et il n'y a pas eu de surprise. Le résultat. Alors, pour vraiment conclure et résumer, donc il y a eu 4 études qui ont utilisé les médecines, les maladies cardiovasculaires comme vraiment point essentiel. Et donc, il y a eu une étude Escher, MELV et l'étude française. Donc ça montrait le risque d'avoir un AVC. Mmh, alors si, vous combinez l'œstrogène avec, des progestérones, comme, les progestérones synchronisés, dans ce cas-là, il n'y a pas de risque augmenté de VTE ou de d'AVC. Donc c'est utilisé, ces études, toutes ces études nous le montrent. Ça montre qu'il y a une certaine innocuité pour l'utilisation de ces projets sportifs. Maintenant, l'effet de l'hormonothérapie avec des produits statifs micronisés sur le risque d'événements cardiovasculaires. Donc ici, vous voyez des essais placebo randomisés. Donc, vous voyez les 4 études sur 3 ans, 4 ans, 5 ans et 1 année. Et il n'y a pas eu de changement significatif entre le groupe placebo et les autres groupes. La conclusion est que la combinaison heu, hormonothérapie d'hormones pour cette thérapie était la meilleure option. Alors, Wellma Wellma, elle utilise maintenant elle est en ménopause, elle va bien et elle continue à utiliser des œstrogènes transdermales à faible dose combinés plus, des, progestérone micronisés transdermaux, pardon, oraux, à 100 milligrammes par jour. Voyons maintenant ce que la société nord-américaine sur, la ménopause. Qu'est-ce que ça nous dit sur le traitement hormonal et le risque de cancer du sein? Ça montre qu'il y a une prépondérance de données, ne nous montre pas qu'il y a d'effets additifs, du risque de cancer du sein. Alors, bien sûr, là, nous parlons d'âge, d'antécédents familial, de cancer du sein, de risque génétique de cancer du sein et mmh et donc la thérapie à l'hormone, clairement, ce n'est pas important, comment vous utilisez ces oestrogènes, que ce soit transdermal ou oral. C'est pas, ça n'a ça a le même effet. Ce sujet, est So again, what can we offer to Betty? Because she's really encore une suffering. fois, qu'est-ce qui peut être offert à Betty? Parce qu'elle souffre de bouffées de chaleur. Nous pourrions la essayer de la convaincre de ces études, ces papiers qui ont été publiés. Donc maintenant, elle est en transition ménopausique tardive avec de fortes bouffées de chaleur, donc on pourrait utiliser une thérapie à base de plantes, mais c'est insuffisant. Alors elle envisage maintenant une thérapie hormonale, donc elle peut choisir des une thérapie à base, d'hormones orales ou transdermales. On peut
Donc, combiner ces hormones-là avec la progestérone micronisée, que ce soit séquentiellement ou nous vont également proposer d'autres outils. Alors, maintenant, je reviens à ma conclusion. Le terme progestatif, c'est le terme générique pour les progestatifs de synthèse plus les progestérones micronisées. Donc, la plupart des femmes auront besoin de plusieurs progestatifs alors qu'elles passent par les différentes étapes de la vie reproductive. Également, les progestatifs synthétiques sont les meilleurs pour la contraception, les saignements utérins anormaux. Euh, Nous avons également la dihydrogestérone est adaptée à certaines femmes et la progestérone micronisée. Ça n'inhibe pas l'ovulation. Et donc la PM orale a des effets sédatifs, antidépresseurs. Et puis, euh, je vous remercie de me suivre. Merci beaucoup. Je pense que vous avez une présentation vraiment fantastique. Vous avez parlé du progestatif, des oestrogènes, vous avez parlé des cycles et vous avez parlé de la ménopause. Je pense qu'avec nos deux présentateurs, nous avons eu vraiment, nous avons couvert tous les sujets, que ce soit concernant les grossesses ou la ménopause, et comment les progestatifs peuvent être utilisés pour protéger la vie humaine euh, pendant la transition vers la ménopause et même après. Maintenant, concernant les questions, nous avons reçu énormément de questions. Alors, nous allons poser des questions, nous allons vous demander de répondre rapidement parce que euh, nous devons faire court. Alors, nous allons commencer par la question de Howard. Nous avons plusieurs questions qui sont liées à l'utilisation et la préférence entre la progestérone micronisée par voie orale ou vaginale dans le traitement de l'avortement. Est-ce que vous pouvez nous donner votre commentaire final? Euh, que ce soit avec la progestérone micronisée ou avec la progestérone vaginale, les deux peuvent être utilisés. Mais le souci, il y a des progestérones qui peuvent rester au niveau du foie et qui peuvent ne pas être métabolisées. C'est la raison pour laquelle la progestérone a été micronisée de manière à être absorbée par la voie vaginale. C'est pour ça que nous préférons que la progestérone soit micronisée, soit utilisée par voie vaginale que par voie orale. Maintenant, nous allons passer à Petra Stute. Merci. Nous avons une question. La question est liée à certains symptômes. Il y a une question d'asthme bachal. C'est lié aux événements sportifs et l'hormonothérapie des femmes en transition à la ménopause. Quelle est votre stratégie pour essayer de protéger cette personne dans ce genre de traitement? Alors, tout d'abord, je pense que c'est important que avant de commencer toute thérapie, il faudrait faire des analyses juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de pathologie au niveau de l'utérus. Donc, c'est la première étape. Et après, vous avez mentionné une hormonothérapie séquentielle.
il est possible qu'au début de traitement, qu'il y ait certaines réactions. Donc, si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il faudrait attendre 3 mois pour voir comment le cycle se développe. Et peut-être que ces hormones n'inhibent pas l'ovulation. Peut-être que ce n'est pas synchronisé avec les cycles individuels. Dans ce cas, peut-être qu'il serait mieux de choisir une contraception orale combinée avec œstrogène pour avoir un cycle plus stable, plus organisé, plus régulier. Mais il faudrait qu'il y ait une pathologie. Maintenant, si vous pouvez poser les questions et mettre votre nom. Il y a des questions vraiment intéressantes. Au début de l'utilisation des hormonothérapies dans la grossesse, est-ce qu'il faut attendre que ces symptômes négatifs arrivent ou peut-être directement administrer ces hormones, même si il n'y a pas de symptômes négatifs? Je pense que c'est différent. Dans les cas de menaces, il y a les cas de fausses couches récurrentes. Dans les menaces de fausses couches, vous allez commencer progestérone, oestrogène quand il y a des symptômes. Par contre, dans les fausses couches récurrentes, mmh, dans ces 2 cas, je vais commencer par les progestatifs et dès que le test est positif à la grossesse. Il y a énormément de questions liées à la fertilité possible dans la transition à la ménopause. Quelle serait votre suggestion? Faudrait-il utiliser l'une de ces techniques ou rajouter des contraceptifs pour ajouter de la protection? Les contraceptifs on en a vraiment besoin. Donc ça va être par exemple, hem, vous pouvez combiner avec l'œstrogène s'il y a besoin. Vous pouvez combiner l'œstrogène avec progestérone oral, ou pardon, avec le contraceptif oral, vous pouvez utiliser tous ces groupes. Merci beaucoup. Maintenant la question de Howard, à Howard de Sergio. La question est liée à la dose de la progestérone micronisée qui peut être utilisée lors de l'avortement. Est-ce que vous avez des doses spécifiques que vous suggérez ou vous pensez que ça devrait être adapté aux patients? D'une certaine manière, ça devrait être adapté, mais le problème, il n'y a jamais eu une étude sur les doses, que ce soit sur la progestérone heu, micronisé ou autre, tout ce qui ça a été fait de manière empirique, et la dose standard que nous utilisons, il y a de cela plusieurs années, c'est de commencer à 40 enfin une petite dose, donc à moins de 40 et arriver à 40 milligrammes pour, dans les cas de FIV, ils utilisaient 300 milligrammes et leurs articles ont montré qu'ils ont utilisé 40 milligrammes pour les patients, surtout pour les femmes qui ont des saignements forts, intenses. Mais il y a des gens qui utilisent de 200 milligrammes, 400 milligrammes et pour les essais. Il y a eu des essais avec 800 milligrammes et il n'y a pas eu d'effet. Il se pourrait qu'il y ait un effet, je ne sais pas, ça n'a pas été signalé, ça n'a pas été étudié, ce n'est pas empirique, pardon. Donc ils peuvent utiliser,
milligrammes, ça paraît équivalent. Maintenant, Petra, une question qui est donc, ça va être une question double. Est-ce que la suppression de l'hormonothérapie est sécurisée pour le risque de cancer? Alors, lorsqu'une personne avait arrêté cette hormonothérapie, les symptômes sont revenus. Quelle est votre stratégie? Pour la première question était, vous pouvez la répéter, votre question? Heu, alors progestérone, micronisée ou continue? Pour le cancer du sein, d'accord. En général, il y a certaines études qui ont montré que l'hormothérapie séquentielle montre moins de risques que l'hormonothérapie combinée continue, mais ça n'a pas été prouvé avec des études randomisées. Alors, je déciderai selon l'étape de reproduction dans laquelle la femme est. La deuxième question, si quelqu'un a été sur une hormonothérapie pendant des années et essaye d'arrêter et les symptômes reviennent, ça dépend de ce que veut la femme. Il n'y a pas de limite pour la durée de l'hormonothérapie. Merci beaucoup pour votre question. Maintenant, nous allons passer à la dernière question pour Howard. OK. Il y a une question pour Howard. Est-ce que qu'est-ce que serait la différence de la progestérone, l'effet de la progestérone sur la grossesse? Est-ce que vous avez des idées? Bien sûr, il y a certaines idées à ce sujet-là, mais ce n'est pas très facile de voir les récepteurs de progestérone. Il y a une étude allemande dans laquelle il suggère que la dihydrogestérone a un effet et combine les récepteurs de progestérone 50 de plus. Il y a eu également un travail sur les gènes de progestérone, et c'est la raison pour laquelle la dose d'administration est différente entre le dihydrogestérone et la progestérone micronisée. Il y a quelque chose se passe Mmh, au niveau du dosage, la biodisponibilité, il y a énormément de facteurs et la maturation également, du foie. Maintenant, une question à Petra de Daniela. C'est une question, concernant l'hormonothérapie. Comment gérer cette, hormonothérapie? En considérant l'effet énorme de cette hormonothérapie sur les femmes en, en préménopause. Pourquoi est-ce que c'est considéré par l'Union européenne comme une hormonothérapie qui n'est pas nécessaire, même si c'est les maladies dégénératives sont vraiment importantes dans cette population de femmes âgées de plus de 65 ans? Qu'est-ce que vous suggérez concernant cette hormonothérapie? C'est une question intéressante, compliquée. Et c'est très difficile d'y répondre. C'est très difficile de montrer l'effet positif de l'hormonothérapie. Si les médias mettent l'accent tout le temps sur le risque de cancer du sein, je pense que nous pouvons continuer le travail que nous faisons maintenant et il faudrait aussi s'adresser aux médias de manière à toucher les femmes. Merci beaucoup, Petra. C'est la dernière question pour vous pour Howard et à Petra. Howard, nous avons un autre problème. Maintenant, la grossesse commence à un âge très tardif de la femme. Ce n'est plus
les femmes ne tombent pas enceintes juste après le début de l'ovulation, comme ça a été il y a des millénaires. Est-ce que vous pensez que le traitement à la progestérone dans tous les cas au début de grossesse, pour les femmes qui n'ont jamais eu de grossesse, à l'âge de 34-35 ans. Est-ce que vous pensez que ces femmes-là devraient être mises sous hormonothérapie? Vous nous ramenez à un temps très lointain, hein. Vous savez, alors je ne vais pas discuter de ces choses, bibliques et tout ça. Alors si vous avez une femme qui est, heu, qui a l'âge de 40 ans ou à la fin de 40 ans, clairement, cette femme va passer par la technologie pour l'assister dans son processus, pour, tomber enceinte. Alors si, votre question est pour ces femmes-là, est-ce qu'il faut qu'elles, aient un soutien hormonal? Dans ce cas-là, la réponse est oui, elle en a besoin et il y a, une technologie, d'aide à la reproduction, et si elle choisit cette, technologie, dans ce cas-là également, je vais, la soutenir avec, une, thérapie. Alors, il y a des femmes également qui sont dans une transition vers, à la ménopause, et dans ce cas-là, peut-être, que les femmes n'ont pas besoin de cette hormonothérapie et qu'elles, ne cherchent pas à avoir, des enfants, il n'y a pas besoin. Donc il faudra suivre l'avis des femmes. Alors les études ont montré que si nous avons besoin en plus de l'œstrogène, certains progestatifs, hein, et ça a montré que ça pouvait avoir, un moindre risque d'avoir, des maladies cardiovasculaires et un moindre risque d'avoir, le cancer du sein. Heu Selon vous, les femmes qui veulent être traitées pour, une période encore plus longue, quel est votre conseil pour ces femmes-là? En prenant en compte l'observation que l'on vient de dire. La question, que vous posez, est-ce que je recommande, son utilisation à jamais? Oui, c'est bien ma question. Alors avec les données que nous avons sur les progestérones micronisées et les hydrogestérones, ça paraît assez sécurisé. Par contre, nous venons de vous perdre. Si nous décidons d'utiliser, heu, les oestrogènes, de manière terminale, ça dépend de tous ces facteurs-là. Merci beaucoup, amis. C'était un webinaire, fantastique et qui montre que c'est un sujet vraiment, heu, très, central, qui nous montre comment est-ce qu'on peut, améliorer la vie, de la femme, en rappelant bien sûr que les progestérones ont été, créés par Dieu pour la femme, mais les hydrogestérones ont été, inventés par l'homme pour avoir des effets, hem, similaires et que ça n'a pas d'effet sur, le cerveau humain. Alors, et pour finir, je vous remercie. Je commence par Petra, les femmes d'abord et puis Howard. Je vous remercie, je remercie tous les participants. Nous sommes encore plus de 250 personnes ici et j'aimerais vous rappeler pour, tous ceux, qui sont intéressés, nous allons, avoir un congrès en mai 2024, et nous allons vous mettre d'accord, vous mettre au courant de tous les sujets intéressants.
Alors, je vous remercie encore une fois d'être parmi nous et encore une fois mes compliments à nos speakers, nos panélistes vraiment fantastiques qui ont eu des présentations enrichissantes. Merci beaucoup. Au revoir.